Et si on découvrait les bipolarités sous un autre angle? Qu'est-ce qui fait qu'on est bipolaire? Est-ce qu'on est seulement bipolaire ou est-ce aussi on peut avoir d'autres pathologies? Je pense par exemple au TDAH, je pense à tout ce qui est borderline. Et puis, qu'est-ce qui fait que nos pensées fusent? Que des fois, ça va trop vite? Pourquoi? Comment? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les dangers? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre dans cet épisode de Paroles de Bipolaire. Bienvenue sur Paroles de Bipolaire, le média où l'on transforme notre bipolarité en opportunité. Je suis Clément Bessal, fondateur d'Upstage, et je vis moi-même avec une bipolarité de type 2. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous vivent sans toujours réussir à le comprendre, lorsque les pensées qui s'emballent, les idées qui s'enchaînent, et qu'est-ce que ça peut révéler dans notre bipolarité. Surtout, pourquoi ce phénomène est souvent mal compris par nous-mêmes et notre entourage. Et pour cela, je suis avec, Gilles, Berschi, psychiatre et professeur à Strasbourg et spécialisé des troubles de l'humeur. Et puis, est-ce que tu peux te présenter, Gilles? Très bien, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis un psychiatre, chef de service et professeur à l'université de Strasbourg. Je suis chef de service aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Alors, en toute fin de carrière, je prends ma retraite dans quelques mois. Enfin, je continuerai a priori à travailler encore à temps partiel quelques années. Je peux effectivement être caractérisé comme étant un spécialiste des troubles de l'humeur, un parcours professionnel assez, complexe au sens où j'ai beaucoup bougé. Je suis franc-comtois, j'ai fait mes études, ma formation en psychiatrie, dans une équipe qui avait des fortes compétences dans le traitement, de la dépression, l'utilisation des antidépresseurs. Je suis parti une année en Afrique, faire l'équivalent de mon service national. J'étais psychiatre coopérant au Bénin, où j'ai pu faire de la recherche, psychiatrique en même temps qu'un exercice psychiatrique. Revenu à Besançon, je suis passé à la, parti ensuite parce que j'avais pas de perspective locale, en Suisse, la région voisine, Lausanne, puis Genève, et je suis arrivé à Strasbourg en 2009. Mon périple professionnel, c'est aussi justement que, d'être un spécialiste de dépression, ça m'a amené à devenir un spécialiste des troubles bipolaires parce que assez vite, et peut-être un peu en avance sur l'époque, je repérais bien qu'il y avait, heu, parmi beaucoup de patients qu'on considérait comme des patients souffrant de troubles dépressifs, des bipolaires. Et la bipolarité, enfin, a été une des raisons de venir à Strasbourg, où il y avait besoin de développer, l'angle trouble de l'humeur. Ils étaient assez pointus sur, les aspects troubles schizophréniques, avec, beaucoup de recherches. Ben là, il y avait un manque, et ma je dirais mon expertise dans les troubles de l'humeur m'a amené à développer une expertise, dans le TDAH de l'adulte, à cause de la forte association entre les 2. Et je dirais même que depuis, alors plus récemment, mais de façon, assez construite là sur, quelques années, j'ai dû devenir un peu, aussi, compétent dans le domaine des troubles du spectre autistique. Là aussi toujours par, voisinage et contiguïté, beaucoup de patients, ayant des, TDAH ayant aussi, des troubles du spectre autistique. Et chez des jeunes adultes, il n'est pas rare de trouver, des associations, troubles bipolaires, TDAH, TSA, avec parfois des problématiques, post-traumatiques, associées, prenant des aspects plus troubles Alors, borderline, pour et revenir, je cetera. pense que c'est important de bien définir les termes. Qu'est-ce que c'est que TDAH? Qu'est-ce que c'est que TSA? Ouais, avec grand Oui, OK, plaisir, Gilles. non, volontiers, c'est sans exercice. Mais donc le TDAH, ou trouble déficit de l'attention hyperactivité, et le TSA, trouble du spectre autistique, sont des troubles qui ont été classés comme troubles neurodéveloppementaux. On distinguera des autres troubles psychiatriques, parce qu'on considère
que ce sont des troubles qui sont en rapport avec la façon dont notre cerveau s'est construit, en imaginant cela un peu nos câblages neuronaux organisés d'une certaine façon qui font que nos cerveaux ont une certaine façon c'est très influencé par des facteurs génétiques, mais pas que. Il y a d'autres déterminants, qui peuvent être aussi probablement des déterminants biologiques environnementaux, par exemple, mais peut-être aussi, d'autres choses, des stress, agressions survenus pendant la grossesse ou peut-être au tout début de la vie. Ces troubles se caractérisent donc par une certaine façon de fonctionner du cerveau qui fait que on les repère ou en tout cas il y a des manifestations très, très précoces, mais qui peuvent parfois passer inaperçues. Par exemple, dans les troubles du spectre autistique, finalement, moi, les personnes que je vois, c'est des gens, chez qui le diagnostic n'avait pas été fait, ni pendant l'enfance, ni pendant l'adolescence, parce que ce sont des formes pas très sévères, heu, mais pas très sévères ne veut pas dire, qu'elles ne sont pas impactantes et pas source d'une souffrance, importante pour les gens. Dans la communauté scientifique, des spécialistes de l'autisme, j'ai pas eu de recherche dans ce domaine-là, mais il y a des débats très importants, sur, la question de où est la frontière de ces troubles, heu, à partir de quand on peut parler de diagnostic et il y a des discussions sur le risque de, entre guillemets, «démonétiser» le diagnostic parce que maintenant, on ferait un diagnostic de trouble du spectre autistique chez les gens qui ont des troubles considérés comme très peu sévères par rapport à ce que peuvent être les formes sévères qu'on repérera chez les enfants. Bon, donc c'est Et c'est sur un sujet que je trouve assez intéressant parce que on parle de plus en plus du terme, neurodivergent, oui, mmh, et justement, le terme trouble est un petit peu mis de côté, oui, dans le sens où, et je suis curieux d'avoir ton avis d'ailleurs là-dessus, Gilles, parce qu'il y a une part de moi où, à titre personnel, sincèrement, je préférerais ne pas avoir de bipolarité, hein, c'est mmh, pas mmh, simple. Maintenant, il est ce qu'il est et maintenant, qu'est-ce que je fais avec le cerveau tel qu'il est construit? Et est-ce que je peux en faire quelque chose de bien à la limite? mmh. Et de se dire, bah, soyons positifs et amenons quelque chose d'autre sur la table. Mais comment est-ce que toi tu vois les choses justement? Est-ce que, ton avis, il faut utiliser le terme trouble? Est-ce que c'est un peu Alors fort? Quel est ton avis sur le oui, diagnostic oui, aussi? Parce que je trouve que c'est pas simple. oui, oui, mais je je te suis tout à fait. Comme souvent, les mots, on les on les a en héritage, c'est un héritage collectif, ça s'est construit à un moment donné et du coup, quand on parle de TDAH ou de TSA, bah, la lettre T c'est trouble. C'est peut-être pour ça aussi qu'on aime bien utiliser l'acronyme, au-delà que ça fait gagner du temps quand on parle, mais on remet pas le terme trouble. Moi, les concepts de, neurodivergence, neuroatypicité, neurodifférence et cetera me vont très bien. J'en parle beaucoup, aux patients dans ces termes-là, aux attentes et au fonctionnement, de la société humaine, que c'est une affaire de statut de minorité. Leur problème, c'est pas le TSA, c'est qu'ils sont que 1% ou 2% de la population et qu'ils pourraient imaginer un monde inverse où ils seraient 98 à 99% et ceux qui seraient en difficulté seraient, ceux qu'on appelle les neurotypiques. Donc, voilà, il y a une différence. Cette différence, est elle existe, je dirais, faut ni dramatiser ni banaliser parce que pour beaucoup de ces personnes, ça a pu être, des parcours, difficiles, douloureux, hem, pardon. Souvent le le diagnostic, vient, éclairer quelque chose et soulager quelque chose en disant: «Ah ben c'est pour ça que, tout au long de ma vie
j'avais ces difficultés, mais il n'empêche que ces difficultés disparaissent pas magiquement comme ça. Puis il y a les aspects notamment de fatigabilité cérébrale, sur, les stimulations sensorielles, bah, qui restent une réalité. Simplement, on donne aux gens à ce moment-là, avec le diagnostic et les explications qui vont avec. Moi, je transmets toujours beaucoup d'informations, notamment des liens internet, et cetera, heu, pour que les gens apprennent à se connaître et intègrent, heu, une certaine réalité, pour, prendre soin d'eux, finalement. Et tu as totalement raison. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense chez Upstage et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous appréciez ce contenu, à ne serait-ce que liker ou nous dire ce que vous Mmh, en pensez parce que enfin, on en parle tous les 2 avec Gilles, mais il y a plein d'interprétations. Voilà, cette différence, elle est là. Le monde, il est pas fait pour nous, entre guillemets, en tant que personne bipolaire ou autre, hein. Maintenant, on peut s'y adapter et lorsqu'on s'y adapte et qu'on arrive à gérer ça, et ben, nous, on a tendance à essayer de voir ça de manière plutôt mmh, positive, plutôt que se lamenter, de dire transformer sa bipolarité en opportunité. Ça peut sembler mmh, fort, mais l'idée, c'est juste de pas s'apitoyer, de se mmh, dire mmh, que si ça peut nous permettre d'arrêter l'alcool, eh ben, tant mieux. Si mmh, ça peut mmh, nous permettre d'avoir une bonne hygiène de vie, eh ben, prenons-le. Je reviens un petit peu mmh, sur un sujet que je pense que tu connais très bien, Gilles, qui est le moment où on a les pensées un peu dans tous les ouais, sens. Trop de mmh, pensées, on mmh. parle vite. J'aimerais bien avoir ton avis et savoir si c'est lié à la bipolarité, si c'est lié ça peut-être à d'autres choses. Comment est-ce qu'on peut savoir? Ce qu'on appelle, quand on est dans le champ de la bipolarité, la tachypsychie, hein, qui est l'accélération de la pensée, comme les cardiologues ont la tachycardie pour parler du cœur qui va très vite, ben, l'esprit peut aller très, très vite, et donc c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai mené avec, des collègues un certain nombre de recherches sur cette, question-là au fil de ma carrière, hein. Hem, alors, c'est quelque chose qui est, très corrélé au phénomène hypomane et maniaque, qui traduit qu'il y a quelque chose qui s'emballe, dans l'épisode hypomane. On en connaît les autres aspects, les ressentis, la capacité à repérer, tous les détails, à percevoir du sens partout, l'impression de pouvoir, analyser facilement des problèmes, complexes, et d'avoir une facilité à trouver des solutions, pouvoir monter des projets en faisant très vite un déroulé de toutes les étapes, et donc, qui à l'extrême a fait que dans une phase maniaque, on peut avoir un peu l'impression de marcher sur l'eau comme ça, parce que tout va vite, tout est trop facile. Donc la tachypsychie est un aspect de ce côté hyper quelque chose. Ce qu'on a bien, pour confirmer qu'il y avait déjà eu enfin des travaux là-dessus, heu, notamment, un collègue italien, Franco Benazzi, qui est décédé bien trop tôt, qui a beaucoup publié, fin des années 90 et surtout dans les années 2000 sur les troubles bipolaires, type 2, les états mixtes. C'est que, heu, cette, tachypsychie, elle, se manifeste pas de la même façon chez tous les heu, chez tous les patients, ou plutôt selon les moments. Qu'il y a une tachypsychie de l'hypomanie modérée, qui est une tachypsychie fluide. On pense vite, ce qu'on appelle une tachypsychie linéaire, c'est-à-dire une idée amène une autre, qui amène une autre, qui amène une autre. C'est fluide parce que ça va vite, mais pas trop vite pour que le patient puisse quand même suivre son cours de la pensée. Et c'est ce qui explique que l'hypomanie, quand elle est modérée, peut être un super état où on est très productif et efficace. Quand cette
hypomanie devient trop intense, t'approches de l'état maniaque, la tachypsychie perd de la fluidité, ça va trop vite, et du coup, c'est comme si le sujet ne pouvait plus suivre sa propre pensée. Et se bouscule, et on utilise le terme de tachypsychie en pensée grouillante, c'est-à-dire comme une foule de pensées et d'idées qui vont, qui viennent, qui se télescopent, qui se superposent. Ce terme est une tentative de traduction de l'anglais crowded thoughts, les pensées avec une foule. Hein. Et j'utilise des fois l'image, à ce moment-là, c'est un peu comme l'esprit est comme un photocopieur qui est victime d'un phénomène de bourrage. Il y a trop de copies qui entrent, et ça n'arrive pas à sortir aussi vite que ça entre. Hein, avec l'idée que les copies qui entrent, c'est comme les pensées qui entrent dans le champ de conscience, et notre conscience, c'est une fenêtre ouverte. À un moment donné, il y a des pensées qui entrent, mais il faut que les pensées sortent, parce que si toutes les pensées qui nous sont apparues depuis qu'on est réveillé le matin restent dans notre champ de conscience, c'est impossible. Et donc, on retrouve cette pensée grouillante, et qui s'accompagne par contre, de difficultés d'efficacité cognitive dans les hypomanies plus sévères, ou les états maniaques. À l'extrême, dans l'état maniaque, la tachypsychie qui s'accompagne aussi d'une logorrhée, le fait de parler beaucoup et vite, il y a des moments où quelqu'un est tellement maniaque qu'il n'arrive même plus à être logorrhéique, parce que il commence des phrases dans toutes les directions, il termine pas ses phrases. C'est donc un moment où on peut voir comment cette tachypsychie, quand elle est très sévère, devient un grand désordre psychique. Mais ce qui est très clair, c'est que cette tachypsychie, elle peut être présente aussi dans la dépression. Et en fait, dans la dépression, notamment dans ce qu'on appelle la dépression mixte, qui est au fond une dépression qui mélange les caractéristiques dépressives et des caractéristiques hypomanes. Et il n'y a vraiment pas besoin qu'il y ait beaucoup d'hypomanie dans la dépression pour qu'il y ait déjà de la tachypsychie. Dit autrement, on pourrait presque dire, il faut vraiment qu'il y ait aucun degré d'hypomanie, aucun degré de mixité pour qu'il n'y ait pas de la tachypsychie qui soit présente. Et pour moi, la tachypsychie est aussi un marqueur de cet état mixte. Et c'est pour ça que j'avais développé ces travaux, parce que j'avais été frappé par mes rencontres avec des patients en état de dépression mixte. Alors, on a beaucoup fait de progrès, mais il y a 20 ou 25 ans, on avait tendance à passer à côté du diagnostic de dépression mixte. Et ces patients étaient des patients qu'on considérait comme en dépression, et on s'acharnait à leur faire essayer tous les antidépresseurs du monde dans l'espoir qu'on allait les sortir de leur dépression. J'ai quelques souvenirs comme ça, c'est, comme on dit, des histoires de chasse, mais des patients où, en amenant la discussion, l'investigation clinique sur la recherche de phénomènes tachypsychiques, décrivaient une espèce de moment comme ça, hurrah, en disant: «Mais là, vous me posez des questions qu'on m'a jamais posées, et moi, je suis avec ça dans ma tête depuis des mois», certains, c'était des années, et je savais pas qu'en faire, et personne ne m'a jamais questionné à ce sujet. Ça pouvait être assez frappant. Mais alors, donc, cette tachypsychie de la bipolarité, elle est sous cet angle-là, une tachypsychie épisodique, liée à des épisodes. C'est pas une caractéristique de base. Après, il peut y avoir des nuances. Il y a la nuance notamment du concept de tempérament hyperthymique,
les les gens qui ont un tempérament hyperthymique, c'est-à-dire, en fait, une sorte de petite hypomanie les gens toujours dynamiques, toujours joyeux, très sociables, très extravertis, très créatifs, très entreprenants, qui ont beaucoup d'énergie. En général, ils font des choses intéressantes dans la vie et on sait que c'est un aspect une facette de la bipolarité. Ces tempéraments hyperthymiques, on les trouve plus souvent dans des familles où il y a des personnes bipolaires. Alors, ces personnes-là peuvent décrire aussi que oui, ils ont un esprit très rapide, fluide, et qui pensent vite. Ça favorise aussi le fait que, ben, c'est des personnes qui peuvent avoir beaucoup de répartie parce que, hop, ils pensent très vite, donc ils ont une capacité à répondre avec humour, qui est vraiment facilitée. Mais, si on accepte, le tempérament hyperthymique, heu, le la tachypsychie, elle est présente durant les épisodes. Et si quelqu'un a des caractéristiques tachypsychiques au long cours, ça relève d'une autre perspective et notamment, les gens qui ont un TDAH, trouble déficit de l'attention et hyperactivité. Dans la dimension hyperactivité, il y a une dimension hyperactivité mentale avec un esprit qui peut travailler qui peut travailler vite. Alors, c'est pas épisodique au sens où c'est présent en continu, mais en même temps, faut nuancer cette idée de continu parce que quelqu'un qui a un TDAH, heu, il a, une activité mentale qui est aussi très dépendante du contexte et des aspects motivationnels, hein. Le terme qu'a fabriqué l'histoire, le trouble déficit de l'attention et hyperactivité, il a, un peu restreint la vision des choses, parce qu'on devrait plus dire trouble de la régulation de l'attention que trouble attentionnel. Parce qu'il y a des aspects déficit attentionnel, mais il y a aussi des aspects, à l'inverse, d'excès attentionnel, avec les phénomènes d'hyperfocalisation, par exemple, que peuvent connaître ces personnes. Donc, J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Pour, un TDAH. pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu dis, Gilles, qui est hyper Mmh, intéressant, c'est, parlons un peu de vécu en termes mmh, d'expérience de ce que j'ai pu avoir. En fait, l'hypomanie, c'est un peu un doux piège parce mmh, que, mmh au début, et moi je peux le reconnaître, c'est hyper agréable mmh, et en fait, il y a cette sentation de puissance, mmh, mmh. de presque de supériorité, j'ai envie de Ah dire. oui. Et en fait, ensuite, généralement, je perds le contrôle Mmh, et là, ça se transforme en de la grosse hypomanie et mmh, là, je fais des bêtises, pour, mmh, le dire gentiment. Et en fait, moi, ce qui m'a pris un petit peu de temps, mais qui a été très important, ça a été d'accepter que je voulais plus, vivre ces hypomanies. Parce que mmh, à chaque fois, enfin, quasiment à chaque mmh, fois, je perds le contrôle. Et c'est pas simple et curieux d'ailleurs d'avoir votre avis en commentaire, si c'est des choses que vous avez déjà ressenties, vous avez déjà vues chez des proches. Parce que, c'est pas simple en fait entre le moment qui est assez cool et le moment mmh, où on mmh, se met en risque. Et je voulais aussi rebondir sur quelque chose que tu expliquais sur, le TDAH et le lien avec la bipolarité. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'éléments qui les personnes bipolaires pouvaient avoir aussi, et donc, bah, pareil, j'aimerais bien que tu développes un petit peu ça pour qu'on puisse se poser les bonnes questions, notamment sur ce sujet. donc effectivement, hein, il y a bah, une comorbidité, pareil, pour reprendre le terme qu'on a fabriqué pour, expliquer, heu, la coprésence de troubles, des fois des discussions jésuitiques à n'en plus finir. «Ah mais est-ce que c'est le bon terme? Est-ce qu'il faudrait pas parler de unifier les choses?» Mais comment les unifier? Parce qu'il y a j'évoquais, hein, les combinaisons de plusieurs diagnostics,
Heu, en gros, alors que le TDAH, c'est 2-3 de la population en adulte et le trouble bipolaire, c'est 1 à 2, un peu plus si on inclut la cyclothymie peut-être, enfin, eh bien, heu heu, parmi les gens qui ont un TDAH, il y en a quand même plutôt, 15-20 qui ont ou 15 en gros, qui ont un trouble bipolaire. Et si on regarde les gens qui ont un trouble bipolaire, il y en a 15 à 20 qui ont un TDAH. Et que, heu, on sait aussi qu'il y a une forte comorbidité, par exemple, avec, entre le trouble bipolaire et le trouble borderline, hein, même si c'est pas la même chose. Mais et s'il y a un trouble bipolaire et un trouble borderline, alors là, il y a il y a 80 de TDAH associés, hein, parce qu'il y a aussi une association TDAH, trouble borderline. C'est à la fois simple, puis c'est à la fois complexe parce que ça peut prendre du temps. Il y a des patients que j'ai suivis assez longtemps pour leur trouble bipolaire avant de finir par me dire: «Mais il y a dans leurs petites difficultés à fonctionner, quand ils sont en rémission de leur trouble bipolaire, OK, il y a les aspects, il faut remonter la pente, faut un peu ramasser les pots cassés de la phase hypomane qui s'est emballée et cetera, les contre-coups, la dépression, les symptômes résiduels de dépression mais finalement, au bout d'un moment, quelque chose qui m'amène à me tirer un peu comme ça sur un fil, c'est parfois une constatation du patient, l'affection, puis on tire un peu sur le fil. Tirer un peu sur le fil, c'est chercher c'est chercher des c'est chercher des caractéristiques, heu et et qui sont les symptômes du TDAH. Alors, il y a l'aspect déficit attentionnel, il y a l'aspect hyperactivité. L'hyperactivité chez l'adulte, elle prend un autre aspect que chez l'enfant. Les les adultes, ils ne grimpent plus tellement sur les meubles et aux arbres. Le côté hyper quelque chose, ça peut être notamment l'activité mentale, et c'est là qu'on retrouve cette notion un peu d'une tachypsychie. Les patients peuvent dire là: «Depuis le début de ma vie, je cherche le bouton off pour, de temps en temps, pouvoir arrêter mon cerveau, vivre l'instant présent sans être en train de Je, mouliner je- plein je de vais en choses». parler de ça parce que je trouve ça intéressant et je pense que chacun doit le trouver le sien, mais pour partager à titre personnel, moi ce qui m'aide énormément c'est d'écrire. Oui. Et le fait de déverser mes pensées et vraiment je fais ça principalement sur du papier et je sais pas, Mmh. ça me Oui. soulage. Et la méditation aussi, mais c'est en fait, c'est des bonnes questions à vous poser. C'est OK, on a priori, bon, là-dessus, bipolarité, TDAH, il y a un peu ce côté, voilà, plein de pensées et comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a les médicaments, c'est une chose, mais il y a aussi les petits trucs qu'on trouve dans notre quotidien. Oui. Et pardon, je te laisse Oui, continuer, non, je t'en Gilles, prie, je c'était t'en très prie. Non, mais non, non, intéressant. mais oui, toutes les activités qui permettent de se poser, et donc notamment quelque chose où les mains participent. En écriture, les mains travaillent en même temps que notre cerveau. Certaines activités manuelles aussi font beaucoup de bien. Heu, la méditation, yoga, méditation de la pleine conscience, et cetera, c'est très bien. Mais quand il y a un degré, un peu marqué de TDAH, c'est très dur parce que, OK, quand on pratique la méditation, et j'ai une expérience dans le domaine, faut accepter que son esprit il reste pas en place. Mais on a envie qu'il reste au moins en place une seconde ou 2. heu et quand il peut pas tenir sur son siège, c'est frustrant. Il y a le sport, bien sûr, qui est aussi l'activité physique, enfin, pas le pas seulement le sport intensif, mais toute forme d'activité physique, la marche, et cetera, sont d'excellents régulateurs. Mais au fond, là, je mettais l'accent sur, l'aspect, hyperactivité mentale. Un symptôme parmi d'autres, et c'est quand il y a la multiplicité des symptômes, un versant de l'hyperactivité qui est pas assez associé au TDAH. Parce qu'en fait, dans les critères du DSM-5, hein, la classification américaine de psychiatrie, ils n'y font pas référence, parce que c'est un symptôme, peu spécifique.
qu'on retrouve dans d'autres problématiques, comme par exemple dans le trouble borderline, c'est les troubles de la régulation émotionnelle. Les gens qui ont un TDAH ont, ont de la peine à réguler leurs émotions, ça monte trop, ça dure trop longtemps, donc ils peuvent avoir des colères avec ce que tout ça peut impliquer de, de difficultés relationnelles, conjugales, familiales ou dans le milieu professionnel. Et même si ils ont appris à ne pas exprimer trop leur colère pour que ça fasse pas trop de dégâts, une colère qui dure trop longtemps, elle va les miner intérieurement, même s'ils ne l'expriment pas, mais ils vont ruminer euh, un petit incident dans une relation interpersonnelle qui devrait nous chagriner pendant une demi-heure, prendre la tête toute la journée. Un aspect important, il y a, il y a un côté, voilà, impatience qui peut se manifester aussi dans le langage, enfin la conversation, pas laisser de place aux autres, monopoliser un peu la parole, parler en donnant trop de détails, ne pas attendre la fin de la question pour donner la réponse ou terminer les phrases des gens ou parler sans filtre, et cetera. C'est tout un ensemble d'aspects du volet hyperactivité. Mais en général, ce qui est le problème pour les adultes qui ont un TDAH, c'est par exemple les patients bipolaires qui ont un TDAH, c'est l'aspect attentionnel. Parce que dans les aspects attentionnels, alors il y a toutes les étourderies qu'on fait. On n'envoie pas la pièce jointe en même temps que son email. On fait une erreur de calcul parce qu'on doit transposer un chiffre et puis on se trompe de chiffre, etc. C'est des choses agaçantes ou l'étudiant qui lit trop vite son sujet d'examen et puis qui a mal compris et puis qui fait du hors-sujet parce que il, il est allé un peu trop vite, les objets égarés, les rendez-vous oubliés, le patient TDAH qui a attendu 1 an d'avoir une place euh, euh, pour un rendez-vous parce qu'on est submergé de demandes et puis le jour du rendez-vous, il oublie qu'il a rendez-vous. Il a attendu 1 an et éventuellement il avait déjà mis 6 mois avant de C'est un renvoyer le point que je veux questionnaire. évoquer. En fait, je trouve il y a un point qui est très important et sans parler du TDAH, moi, après, enfin, je n'ai pas Ouais. été diagnostiqué TDAH, donc je pars du principe que je le suis pas. Bon, j'ai été diagnostiqué bipolaire. Enfin, en fait, la technologie est très intéressante parce que je Mmh. pense que ça rebat les cartes. Elle permet de structurer notre pensée de manière beaucoup plus simple et des choses qui sont compliquées, en tout cas pour la plupart d'entre nous, deviennent potentiellement relativement simples. Et c'est assez intéressant. J'ai une dyslexie aussi. Mmh. Et en fait, avec l'IA, c'est c'est plus un problème. C'est terminé. Parce que tout ce que j'écris, bah, je peux l'écrire en vocal. Donc je Mmh. parle et l'IA écrit et ensuite il reformate. Le fait de structurer les informations, en fait, même des choses qui datent déjà d'un peu plus de temps, mais le fait d'avoir des rendez-vous qui sont dans un agenda avec des Oui, notifications. oui. Et je pense que c'est important de se dire que on est toujours en minorité, donc le monde est toujours pas fait pour nous, mais la technologie nous permet de l'adapter Ouais. beaucoup plus facilement. Hem et assez rapidement, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est hyper important pour, bah, déjà pouvoir revoir des contenus, similaires, puis tout simplement pour faire connaître ce sujet, bah, des bipolarités, et puis bien sûr aussi de la santé mentale. Mais je te laisse, Non, continuer. non, Il je y t'en avait prie. C'est tout. un autre point Ouais. qui était aussi important, mais tu verras si tu veux le faire, si tu veux continuer là-dessus, mais c'est les phases mixtes en expression. En dépression, je pense que tu connais très bien le sujet et je pense que c'est Ouais. intéressant de Ouais. le creuser aussi. On peut on peut revenir dessus. Mais là, j'ai dit l'essentiel, hein, sur les choses en rapport avec le TDAH, c'est voilà, la difficulté à rester concentré pendant une réunion, pendant une conférence, pendant un cours, le, euh, et puis ouais, les objets égarés, euh, les tâches commencées et pas terminées, hein, les multiples dossiers ouverts. Ça s'incarne parfois sur le nombre de fenêtres ouvertes dans son ordinateur. Et puis, la procrastination, hein, cette difficulté à faire les choses
qu'on remet à plus tard, parce que c'est des choses rébarbatives qu'on n'aime pas faire, et cetera. Alors, je te suis tout à fait, hein, sur le fait que, heu, il y a des tas de ressources, et on peut retrouver sur, des sites d'associations des tas de propositions artificielles, heu, est je dirais la l'aspect le plus évolué, le plus pointu, mais il y a des choses, un peu gadget, mais qui peuvent se révéler extrêmement utiles comme un timer, heu qui permet, de gérer son temps parce que quand on a un TDAH, on a, la difficulté avec la conscience du temps, et donc heu, on peut être tout d'un coup s'arrêter en pensant à quelque chose, puis il y a 20 minutes qui passent et on on n'a rien fait parce on a été embarqué par sa propre, sa propre pensée. Donc oui, il y a toutes ces choses-là avec toujours cette idée, tu vois? Parce que, je te suis tout à fait, mais tu parlais de toi, tu disais, ben, voilà, tu viens du monde de la tech et donc, heu, tu as peut-être quand même, si tu as aussi eu de la dyslexie, moi je veux pas faire ton diagnostic, mais, je parierais qu'il y a quand même un petit peu de TDAH quelque part, si tu as cet esprit qui va vite. Mais, heu, du coup, probablement à une faible intensité, donc avec une certaine facilité à utiliser, mobiliser des ressources. Parce que au fond, mobiliser des ressources, c'est une forme de discipline, parce qu'il faut être un peu systématique. Or, le de quand le TDAH c'est sévère, c'est très dur d'être systématique et discipliné. Et et donc c'est ça un des enjeux. Mais on peut revenir sur la thématique de la dépression Je mixte. fais juste une toute Oui, je t'en petite, prie. en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce dont on parle actuellement, c'est on se rend vraiment compte que c'est pas on-off. C'est pas je suis bipolaire, je suis pas Mmh bipolaire, mh. je suis TDAH, je suis pas TDAH. Mmh mh. C'est il y a plein de petites variantes Mmh mh. et ça, c'est très difficile parce que est-ce qu'on a la petite variante? Est-ce qu'on l'est un peu plus? Et tu en parlais tout à l'heure, Gilles, et quand est-ce qu'on pose un diagnostic ou pas? Quand est-ce qu'on prend des médicaments ou pas? C'est des questions qui sont vraiment difficiles et moi, je vois beaucoup de scientifiques qui travaillent sur, tout ce qui est, génome et Mmh même au mh. niveau médicamenteux, stratification et cetera parce que moi, c'est l'espoir que j'ai dans la médecine de psychiat dans la psychiatrie de précision, je vais réussir à Mmh trouver mon terme, mh. et c'est qu'on va trouver des trucs personnalisés et ça va être exceptionnel. Mais je sais pas si tu veux intervenir là-dessus ou sinon pour revenir sur, tout ce qui est dépression mixte, comme tu veux. Oui, bah, s la référence que tu fais là, c'est à aux perspectives de continuer à progresser, et d'être toujours au plus près des besoins du, du patient, heu, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui vient un peu entrer, en contradiction avec, des problèmes que je qualifierais de politiques, qui sont ceux de l'allocation des ressources. Parce que, heu, une psychiatrie de précision, faut pas se leurrer, c'est pas juste une psychiatrie, assistée par de l'intelligence artificielle, hyper boostée. C'est une psychiatrie qui peut écouter suffisamment le patient pour bien cerner les choses, pas quelque chose qu'on remplace pas par, juste, remplir des autoquestionnaires. Parce que même si les autoquestionnaires, ça peut être intéressant, on en fait remplir à nos patients qui viennent nous voir pour, suspicion de TDAH, et c'est intéressant, mais rien ne remplace, heu, la discussion, détaillée pour déplier les choses, bien préciser ce qu'on appelle la phénoménologie. C'est un grand mot comme ça, mais finalement, c'est la science du phénomène, c'est-à-dire comment ça se manifeste. Quand on dit tachypsychie, expliquez-moi comment c'est dans votre tête, décrivez-moi comment ça se passe. Utilisez des images si 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 ça peut vous aider, voilà, racontez-moi. Et donc ça prend du temps et là, hem, on est quand même un peu en difficulté et pas seulement en France, entre les besoins
pour les soins psychiatriques, enfin ce qu'on appellera la demande de soins et puis l'offre de soins, il y a un décalage, même si le décalage n'est pas partout le même, enfin une égalité dans le territoire et cetera. Donc il y a cet enjeu-là. Mais c'est sûr que, il y a besoin de personnaliser, d'être vraiment à l'écoute, de repérer sur le TDAH, dans le trouble bipolaire, quand le traiter, et cetera, toujours la même idée. C'est pas les symptômes qui font la décision. Décision par ailleurs qui est une décision partagée bien sûr avec le patient. Le retentissement, l'impact. Voilà. On parlait de la procrastination. Il y a des personnes pour qui c'est une grande catastrophe. On se rappellera toujours de ce secrétaire d'État d'un gouvernement socialiste nommé secrétaire d'État au budget, qui a dû démissionner quelques jours après sa nomination, parce qu'il a dû C'était reconnaître, qui c'était Thomas pour, Thévenoud, d'accord. Je enfin, vois pas qui c'est par contre, oui, mais j'ai déjà entendu son nom. c'était il y a sous la présidence Hollande, hein, donc peut-être 2015 ou quelque chose comme ça, qui a dû reconnaître que il ne faisait plus de déclaration d'impôt depuis plusieurs années parce que ça l'embêtait trop. Et, et il a utilisé et contribué à populariser ce terme, mais qui circulait déjà, de phobie administrative. Mais pour lui, on peut dire, ça a eu un impact sérieux quand même, sa phobie administrative, parce que ça l'a fait disparaître du monde politique. Je pense qu'il fait autre chose peut-être maintenant, puis peut-être qu'il s'en porte très bien, mais par ailleurs. Mais voilà. Donc c'est le retentissement. Euh, je vois aussi chez des étudiants, où je vois chez des médecins, j'ai dirigé une thèse de médecin du travail sur le retentissement professionnel du TDAH chez les médecins et les internes en médecine. En quoi ça les impacte dans leur exercice. C'est dans cette évaluation de l'intensité des impacts, du retentissement, qu'on se dit, là, il faut essayer d'aider la personne. Alors, aider la J'aimerais personne. qu'on prenne le temps de parler de ce sujet qui est, les dépressions, Hum, mixtes, hum. qui je trouve on parle pour trop peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Comment les détecter déjà pour nous en tant que personnes concernées? Ouais. Donc, la mixité, les états mixtes, fin du 19e siècle, Émile Kraepelin et son assistant Weygand, qui ont fait des magnifiques travaux là-dessus, montrant toute la subtilité des formes cliniques qu'il pouvait y avoir dans ces états, qui donc mélangent une composante de dépression et une composante d'hypomanie, manie. Avec cette intuition qui a été reprise largement depuis, même si elle n'est pas si facile à démontrer, mais que en matière d'humeur, on peut distinguer 3 volets. Il y a un premier volet qui est strictement parlant l'humeur ou les contenus affectifs, et dans la perspective de la bipolarité, il y a quelque chose qui peut être haut et puis qui peut être bas. Alors l'humeur haute, ça va être de la gaieté, voire euphorie, mais ça peut être aussi d'irritabilité, mais ça va être des contenus affectifs positifs, tout est bien, tout est beau, je suis super, etc. Et puis l'humeur basse, c'est le contraire, triste, tout est négatif, et des contenus affectifs négatifs, je suis nul, la vie est nulle, les autres sont nuls, la société est nulle, l'avenir est nul, etc. Premier volet. Deuxième volet, c'est l'activité mentale. Et justement, l'activité mentale peut être accélérée, c'est la tachypsychie, ou elle est au contraire ralentie, ce que connaissent bien les personnes qui ont vécu des épisodes dépressifs, ce sentiment de ralentissement psychique, qui est même un ralentissement aussi moteur, ou ralentissement psychomoteur. Je bouge lentement, tout ce que je le fais lentement, mais je pense lentement, je n'arrive pas à prendre des décisions
rien n'est fluide. Hein. Et puis enfin, il y a un troisième volet qui est l'énergie, la motivation. Là encore, le français peine à être aussi percutant que l'anglais. En anglais, on parlera du drive. Et en français, alors on va dire motivation et train. Hein. Soit c'est haut, comme on voit voilà, dans l'hypomanie et la manie, soit c'est bas, pas de motivation, pas d'énergie, tout est difficile à faire. Et au fond, un état maniaque classique, ou hypomane ou maniaque classique, tout est en haut. L'humeur, l'activité mentale et la motivation et l'entrain. Dans un état dépressif classique, ou qu'on appellera dépression pure, tout est en bas. Et puis, vous voyez venir l'idée, en fait, il peut y avoir des états où il y a une dissociation entre les volets. L'un des volets est en haut, un autre est en bas, ou l'inverse. D'ailleurs, mathématiquement, 3 volets, 2 états, ça permet une combinaison de 8 états différents. Un état de manie pure où les 3 volets sont en haut, un état de dépression pure où les 3 volets sont en bas, puis 6 variantes d'état mixte. Alors, en fait, la dépression mixte, c'est une variante très classique où l'humeur est triste. En général, l'énergie est basse quand même, mais il peut y avoir des fluctuations, mais où il y a une activité mentale qui est excitée. En général, ce qui va dominer, c'est quand même en apparence la dépression, c'est-à-dire que quand le sujet, il souffre, il est malheureux, mais on repérera peut-être quand même une variabilité de son état d'humeur. Il peut être très malheureux, mais il va pouvoir rire quand même, et puis pleurer après. Il y a des aspects de l'habilité. L'hyperactivité mentale, par l'excitation intérieure qu'elle crée, c'est un état du coup très inconfortable, très pénible, parce que ce sont beaucoup de pensées, il y a beaucoup de pensées négatives, et il y a un énervement intérieur, donc c'est une dépression un peu, si je puis dire, quand on rencontre le sujet en dépression mixte, ça pique parce que il est déprimé et énervé et pas bien, il parle beaucoup, il n'a pas l'inhibition habituelle du patient déprimé ralenti, ce qui fait d'ailleurs que le psychiatre peut ne pas bien saisir ce qui se passe et trouver que c'est un déprimé juste un peu agaçant, parce que le déprimé qui est très ralenti, au fond, on sait qu'éthologiquement, il suscite un peu plus d'empathie. Il suinte le malheur, mais il le fait de façon tellement retenue, tandis que le déprimé, un mixte qui parle beaucoup, qui se plaint beaucoup, c'est plus compliqué. Et du coup, il y a un risque de pas se poser la question et de pas rentrer dans le détail et dire expliquez-moi comment est votre activité mentale ces jours. Est-ce que vous pensez beaucoup? Est-ce que et c'est là les questions qui vont faire la différence. Il y a des fois aussi d'autres caractéristiques reliées à ça, comme des aspects un peu hypersensoriels. Alors qu'on peut trouver bien sûr comme une caractéristique au long cours chez les gens qui ont des troubles autistiques. Mais là, on parle de quelque chose qui est nouveau, qui apparaît à un moment donné, et les gens disent « je supporte plus le bruit, quand quelqu'un parle fort, j'ai envie de lui mettre des claques », et tout ça, ça fait vraiment penser à la dépression mixte quand ça survient. Par rapport à l'état mixte dépressif, est-ce qu'on considère que c'est uniquement pour les personnes concernées par la bipolarité ou est-ce que ça peut être d'autres pathologies? Mais c'est toute la question des frontières, la question des continuums. Tous les travaux, ces états dépressifs mixtes, montrent que les gens qui font des dépressions mixtes ou des dépressions, mais sans être
sans avoir fait des états hypomanes, ils ont quand même plein de caractéristiques en commun avec les patients bipolaires, ce qu'on appelle les marqueurs indirects de bipolarité, comme le fait d'avoir fait de nombreux épisodes, que, que les troubles aient commencé quand ils étaient jeunes, qu'il y a des antécédents familiaux de troubles bipolaires, les épisodes dépressifs aient pu s'accompagner de la présence de caractéristiques psychotiques, enfin, etc. C'est quand même quelque part sur le spectre de la bipolarité, dans sa continuité entre la dépression unipolaire et la bipolarité forte qu'incarne finalement la bipolarité type 1. Ouais, c'est vraiment ça les questions à se poser en fait. Mmh. C'est OK, dans ce spectre, où est-ce que je suis vraiment moi ce que je dis toujours, c'est poser la question à votre psychiatre. Mmh, Des fois, il mmh, saura pas vous répondre, des fois, il mmh, saura vous répondre et puis, c'est trouver, pour ma part, moi je dis: «Je suis bipolaire type 2, type Clément» et que bon, il y en aura pas 2 comme la mienne et c'est pas facile mmh, mmh, parce mmh, que ça veut dire que mes médicaments fonctionnent peut-être pas pour vous et donc voilà, c'est pour ça que je dis pas les médicaments que je prends. mmh. Je regarde l'heure, Gilles, même si Oui, oui, je j'aimerais t'en prie. continuer cette conversation. Hem, Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? Mmh. Ah, si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître, tous les facteurs de vulnérabilité, en particulier les facteurs de de vulnérabilité, génétique. Mais, est-ce qu'une baguette magique, puisqu'elle est magique, pourrait faire aussi que tout d'un coup, la nouvelle génération d'humains ne soit constituée que de personnes bienveillantes, heu qui, ne seront jamais, des agresseurs, des abuseurs, des maltraitants, parce qu'on sait aussi qu'à côté de la génétique, il y a aussi toutes ces questions-là qui jouent un rôle de déterminant en matière de santé psychiatrique, même dans la bipolarité, même si la bipolarité est est très influencée par des facteurs génétiques. On sait que les patients bipolaires ont vécu plus de choses difficiles dans leur enfance, leur adolescence, que les autres personnes. Et puis, puisqu'on joue avec les baguettes magiques, où je dirais, ben, qu'on ait la s une sagesse sociétale de se dire que il faut qu'on se donne les moyens en matière de santé et de santé mentale, qu'on décide de mettre l'argent. Alors, et cet argent, bah, faut bien qu'on le prenne quelque part ou on le met on le met plus ailleurs, mais et qu'on ait peut-être une enfin la société humaine est confrontée à des défis par rapport à des enjeux climatiques et et environnementaux. Heu, Si on avait une baguette magique qui nous permettrait de devenir assez sages pour se dire: «OK, on dépense moins d'argent, enfin on dépense moins de ressources dans des gaspillages énergétiques, sans fin, puis les ressources, on les met plutôt à prendre soin de nous, les uns les autres et les soins de santé mentale, c'est aussi, heu, un aspect très important de prendre soin de nous en tant que société, les uns les autres. Cette baguette magique-là, elle serait sympa aussi. Ouais et ce serait cool de, d'imaginer un monde où on n'analyse pas, parce que bon, parle beaucoup de PIB. Moi, je déteste le PIB. Le PIB par Mmh, habitant, à la mmh, limite, je trouve déjà plus intéressant mmh et après, on met souvent l'alphabétisation et l'espérance de vie mh. avec, en gros, les Mmh DH. Mais ça serait bien de voir aussi, OK, est-ce que votre population est dépressive? Est-ce que mh. Mmh. les gens Mmh. sont heureux? C'est des choses Mmh. qui sont Mmh. aussi quand Bien même sûr, pertinentes. bien sûr. Hem, Merci énormément Gilles, c'était un Ouais, très grand plaisir. Au plaisir d'en refaire un autre si jamais tu as l'occasion et d'accord. puis, bah, je te laisse le mot de la fin si jamais, tu Oui, c'est merci pour la rencontre, Clément. C'est une rencontre éminemment sympa. Comme je t'ai dit, je j'ai un peu vu ce que tu faisais. J'ai plus de 40 ans de psychiatrie derrière moi et j'ai vu cette transformation radicale de nos pratiques avec, le rôle, de plus en plus important que les patients, les entourages de patients jouent, heu, sortir de la verticalité dans laquelle, on était. Donc, je me réjouis de voir se continuer et se développer
J'entends plus. Ouais, est-ce que tu as encore une minute? Tu vas filer parce Oui. qu'on avait dit 1 heure. Oui. C'est des questions très rapides Oui. qui sont pas faciles et il faut essayer de répondre en une phrase max. Est-ce que Oui. tu veux faire le challenge? Je peux essayer. Je sais pas si mon cerveau de sexagénaire sera à la hauteur, mais je peux essayer. Oh, je me fais pas de soucis pour toi là-dessus. Pensée rapide, c'est un super pouvoir ou un piège? Ça peut être un super pouvoir quand c'est à petite dose, mais ça devient vite un piège parce qu'on trouve ça très bien et on peut passer à côté de la vague montante, de l'hypopomanie qui vient. Est-ce que les phases mixtes, c'est plus dangereux que la dépression? Ça peut l'être, notamment par rapport au risque suicidaire, parce qu'il n'y a plus l'inhibition psychomotrice qui peut protéger du passage à l'acte. Est-ce qu'on peut vivre stable sans traitement? Dans l'absolu, oui, mais c'est exceptionnel. Quand on vit avec une bipolarité, c'est quoi le piège numéro 1? C'est la difficulté de rester constant dans sa discipline et sa vigilance. Et une chose que tu souhaites que les auditeurs retiennent? On a beaucoup parlé d'état mixte. Si, au cours d'une phase de dépression, vous pensez beaucoup, que c'est un vrai enfer dans votre tête, parlez-en à votre psychiatre. Merci encore, Gilles. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.